Alors, un grand merci aux partenaires qui ont bien voulu faire l'alliance. Donc voici les quelques signataires. Tout le monde n'a pas pu venir et il y a quelques excusés, notamment la FCPE. Et puis, Oui, j'excuse en particulier la FCPE qui était pas, enfin, une annulation de dernière minute. Voilà. Donc merci d'être venu, merci pour d'accepter de participer à cette table ronde. Je vais laisser peut-être, quand Charlotte sera prête, présenter un peu ce que c'est l'ambition éducative. Effectivement, c'est un mouvement qu'on a essayé de créer, qui s'est fait lors du Covid et qu'on essaye de faire porter vraiment nationalement une parole commune autour des présidentielles. Donc je vais laisser Charlotte en parler. Donc, ce qu'on appelle désormais le mouvement Ambition Éducation est né de la réunion de plusieurs acteurs. Effectivement, au moment du premier confinement, donc c'était à l'initiative de quelques élus du réseau qu'on a réuni donc les partenaires habituels du RFVE, syndicat d'enseignants, fédération d'éducation populaire, association de collectivités, représentants des parents aussi. Donc il y a eu beaucoup de discussions dans un premier temps, beaucoup d'inquiétudes partagées, et puis à partir de ça est née l'envie d'en faire quelque chose. Donc comme on a effectivement la perspective des présidentielles, des législatives, on s'est dit que c'était bien de pouvoir interpeller les candidats en tant que collectif. Et pas seulement chacun, même si après chacun le fera peut-être aussi avec on va dire ses questionnements vraiment propres, mais voilà, d'avoir quand même quelque chose de collectif, de pouvoir peser dans le débat, de pouvoir remettre les questions d'éducation dans les débats au moment de ces deux échéances, mais aussi plus tard, de pouvoir former un petit peu un collectif des acteurs, des partisans de l'école publique, de l'école laïque, d'une éducation qui n'oublie personne, qui soit émancipatrice. Et comme dit Étienne, quelle est ta formule contre les acteurs libéraux Non, bon, non, t'as une formule pour critiquer les think tanks et un petit peu tous ces acteurs qui posent une vision de l'école plus avec plus méritocratique, libérale, etc. Mais bon, non. Oui, j'en doute pas. J'en doute pas, je te fais confiance. Donc, voilà, donc plusieurs réunions de travail, la volonté de pouvoir avoir une espèce de, de, de plateforme de revendication. L'idée, c'est pas de refaire l'appel de Bobigny, mais voilà, d'avoir quelque chose dans cette dynamique-là. On souhaite pour cela avoir des remontées, des questionnements autour de l'éducation, d'une part au niveau local, avec ce qui peut se passer dans les différentes réunions que vous pouvez organiser dans vos villes avec des acteurs locaux, mais aussi pour les autres personnes autour de la table dans des formations, dans des réunions. Voilà, donc vraiment au niveau local, voire dans des stages BAFA, dans des accueils de loisirs avec les parents. Et puis aussi dans les différents temps de congrès, de journées comme celle-ci, comme il y a pu avoir à l'Andève le mois dernier, le congrès de l'INSA la semaine prochaine. Donc voilà, de pouvoir capitaliser un petit peu tout ça, tout ce qui se dit, pour avoir quelque chose enfin voilà, en faire un corpus un petit peu de questionnement, de revendication sur notre vision de l'école et de l'éducation. Parce que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup d'école, mais c'est bien l'idée de l'éducation en général. Voilà. Juste ce mouvement, on l'oublie aussi, peut-être sorti du réseau lors d'un CA, où il y a eu l'annonce de l'école qui n'était plus obligatoire. En fait, c'est vraiment là aussi qu'il y a eu un choc, je pense que pour beaucoup, où il y a eu une annonce forte de l'école plus obligatoire lors du Covid. Et moi, je me souviens que, par exemple, sur Brest, on a vu apparaître des écoles
dans des entreprises, dans des petites salles à côté, qui ont commencé à faire des écoles pour que leurs salariés puissent venir travailler, avec des enseignants qui étaient en retraite, embauchés du privé. Donc ça, sur Brest, on a connu ça, et il y a eu une crainte très forte et une volonté très forte aussi que l'éducation soit de nouveau portée nationalement, une parole forte sur l'éducation de l'école publique et l'importance de l'école publique, qui a un peu été oubliée dans pas mal de campagnes électorales, et les dernières étaient carrément absentes. Donc la dernière présidentielle, on n'a pas entendu le mot éducation, ni trop culture d'ailleurs, et on n'a pas entendu non plus beaucoup de débats au niveau des départementales, au niveau des municipales. Donc il y a un moment, il faut qu'on remette l'éducation qui dans vraiment l'enjeu principal des pays. En fait, pour moi, je pense sincèrement, qu'est-ce qu'on fait de l'éducation et de l'école publique. Donc c'était aussi ça. On a eu un CA où on était un peu tous moribondes sur ces annonces-là, et on avait une très forte crainte de combien d'enfants allaient retourner dans les écoles. Et je ne sais pas si sur votre territoire on le voit, moi sur le mien on le voit, le nombre d'instructions à la maison a augmenté fortement, le nombre d'écoles hors contrat a fortement augmenté. Donc il y a vraiment quelque chose de clientélisme qui est arrivé sur l'école qu'il faut absolument combattre, surtout dans tous les mouvements de gauche, et il faut qu'on le porte fortement. Mais il y a aussi eu tout ce qui était accès aux loisirs qui n'était plus du tout discuté ou fortement mis en mal, notamment les séjours, etc., qui, pareil, n'étaient plus une priorité pour beaucoup de municipalités même, ou de départements, de régionales. On voit bien les classes vertes, les classes de mer qui ont été mises à mal ces dernières années, avec plein de bâtiments vendus par les CAF. On parle rarement des CAF dans ce réseau, mais c'est aussi une réalité. Les partenaires des CAF, où est-ce qu'ils se situent et où est-ce qu'on doit les situer. Voilà, c'était pour remettre le contexte, pourquoi ce mouvement a trouvé une importance forte lors du Covid et de la crise Covid. Avant qu'on démarre, juste un tout petit point technique pour les intervenants. Vous avez des micros qu'il faut penser à activer et à bien désactiver quand vous avez fini de parler, pour éviter les interférences et pour que les gens en visio vous entendent bien. Et puis la conférence est enregistrée. Voilà, donc je pense qu'on la mettra sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Ok, du coup, je dis un petit mot d'introduction pour compléter aussi. Donc, moi, je suis Benjamin Vettelet, je suis adjoint en charge de l'éducation. Très heureux de vous accueillir, et on vous remercie de votre présence. Nous, alors, juste pour prolonger sur Ambition Éducation, nous, on avait aussi un petit point sur lequel on aimerait échanger avec vous. C'est la question de l'organisation aussi de ce mouvement et de sa déclinaison dans les territoires. Notre réseau, quand on fait des rencontres nationales, comme on l'a fait hier, par exemple, on a, à l'issue de nos temps d'échange, on avait organisé une table ronde où le but c'était aussi à un moment donné de mobiliser la communauté éducative locale. Alors pas forcément avec le succès escompté, mais en tout cas faire en sorte que nos débats nationaux puissent irriguer les territoires, et que ça puisse aussi être un objet et un levier pour former des militants, les informer, et en tout cas faire passer nos idées auprès des parents d'élèves, auprès des enseignants, auprès des associations, des acteurs de l'école, parce qu'on a voilà, nous on se connaît bien au niveau national, mais derrière parfois cette organisation, cette structuration locale, elle n'est pas forcément fonctionnelle, et je pense que c'est important si on veut aussi que nos idées progressent, qu'on puisse former et mener ces débats localement. Donc peut-être avoir un petit temps d'échange sur comment est-ce qu'on peut faire vivre aussi dans les territoires ce mouvement. Et puis se dire aussi, et c'était Charlotte et Émilie ont évoqué un certain nombre de thèmes, mais nous, dans notre réseau, on est un réseau donc d'élus locaux, mobilisés, militants des questions d'éducation, et donc cette porte d'entrée, elle est aussi territoriale par rapport aux enjeux éducatifs, bien évidemment, hein, elle se complète avec les questions nationales, mais là, à l'issue de nos 2 journées de travail, c'est vrai que on a par exemple aussi envie de peut-être mettre un coup de projecteur sur quelques sujets qui nous paraissent particulièrement auxquels on est particulièrement confrontés en tant qu'élus locaux, les enjeux par exemple d'égalité territoriale avec les problématiques de cité éducative, les problématiques de cartographie de l'éducation prioritaire, de sectorisation scolaire, les sujets qui sont liés également aux écoles rurales et au milieu rural. Comment est-ce qu'à un moment donné cette problématique elle est prise en compte aussi, parce que nos
nos mouvements, ils sont pas confrontés tout à fait au même sujet, qu'on soit en ville ou à la campagne. Les enjeux de solidarité éducative, nous qui nous concernent, avec les enjeux de gratuité, ou en tant que commune, on est souvent interpellé sur ces questions-là. Donc, comment est-ce qu'à un moment donné, la question de l'école publique et gratuite, elle est aussi reposée, et quel rôle nous on joue, et comment ça peut être relayé aussi dans nos échanges. Le statut évidemment des personnels, vous êtes les uns et les autres très mobilisés sur ces questions-là avec vos structures, mais c'est vrai que nous aussi, le statut des personnels, que ce soit les personnels de la petite enfance, les personnels du médico-social, les personnels de l'animation, pour lesquels on a une responsabilité directe, c'est des sujets qui sont importants, comme l'accès aux loisirs éducatifs par exemple, l'enjeu démocratique, parce que dans nos territoires, dans nos communes, nous sommes confrontés à cette participation, soit à une envie de participation de certains citoyens, soit au contraire à un désengagement total d'autres de nos concitoyens. Et donc l'école et l'enjeu démocratique autour de l'école nous semble être important, avec la participation des enfants et des familles aux décisions qui les concernent, avec la question des espaces de démocratie qui peuvent exister autour des questions scolaires, dans les instances d'école, dans les conseils d'école, dans les conseils d'administration d'établissement, mais aussi dans certaines rencontres territoriales, et puis des enjeux autour de la santé qui nous semblent être très importants aussi, qui doivent être aujourd'hui, qui doivent de notre point de vue occuper une place très importante. Alors il y a évidemment le Covid, mais pas que. On voit que la question de la prise en compte de la problématique de la santé à l'école se dégrade depuis de très nombreuses années, avec de plus en plus de personnel de santé qui ont été retirés des écoles. Les collectivités ont pallié, mais elles ont aussi un peu accompagné ce mouvement. Ça nous semble être important. Et enfin, la question environnementale aussi, qui nous semble devoir être posée. Alors évidemment, il y a des questions propres aux collectivités, avec l'alimentation, avec la question de la rénovation énergétique des bâtiments, mais d'une manière générale, comment est-ce que l'école, elle peut aussi s'intéresser à ces questions-là. Voilà un peu, en fait, nous, avec notre prisme de réseau des villes éducatrices, les sujets aussi qu'on voulait, sur lesquels on avait envie d'échanger avec vous, dans la continuité, voilà, des travaux qui ont déjà eu lieu. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si quand même les gens les uns les autres se connaissent bien. Est-ce que je ne vais pas forcément refaire un tour de table? On a une table qui est pas très, enfin voilà, c'est une salle de conseil municipal. Je suis désolé, donc c'est pas forcément très convivial, mais peut-être je vous laisse réagir un petit peu comme vous le sentez les uns et les autres, et puis ensuite on organise le débat comme ça. Non, Émilie, Si, complètement. Juste effectivement, ce qu'on aimerait aussi vous entendre par les partenaires, c'est effectivement sur aussi le rôle et des collectivités locales. Comment vous le voyez, comment dans cet enjeu-là, dans ces enjeux-là, parce que c'est pas forcément, on pense pas forcément tout de suite à collectivité locale dans le rôle éducatif, mais on aimerait aussi voir vous comment vous les voyez dans le quotidien, comment vous entendez sur les collectivités locales. Parce que nous, on pense effectivement que les collectivités locales sont importantes dans le réseau éducatif, mais souvent oubliées. Est-ce que je peux prendre la parole? Vous m'entendez? Excusez-moi, il y avait Richard, et je t'avais vu en plus, Richard. Il y avait Richard qui est en visio. On a quelques collègues qui sont en visio, et du coup, oui, vas-y, Richard. Bon, je vous prie de m'excuser de ne pas être parmi vous. Oui, je voudrais compléter ce qui a été dit sur ce mouvement Ambition Réussite. Vous avez vu que les signataires arrivent d'environnements très très différents, mais qu'ils ont ensemble d'être reliés sur la question éducative. Ça, c'est hyper important parce que tout ce qui est présenté en ce moment, c'est toujours très scolaire-centré, c'est-à-dire on est avant l'école, après l'école, autour de l'école, etc. Et la question, elle est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est de notoriété publique que l'éducation se construit beaucoup en dehors de l'école et que l'école, le rôle de l'école, c'est plutôt d'évaluer ces choses-là et de confirmer la structuration en classe de la société. C'est pour ça qu'elle est accusée d'être une école de la reproduction sociale. Je pense qu'elle a compris aujourd'hui que c'est un piège pour elle et que l'égalité républicaine qu'on attend de la seule école, elle peut pas l'assurer à elle-même, à elle seule. C'est pour ça que ce mouvement est un mouvement beaucoup plus large, qui essaye de remettre en jeu
toutes les processus éducatifs qui existent hors l'école et l'école comprise. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien repérer de cette manière-là. Ce qui manque aujourd'hui dans le débat, c'est cette question de l'éducation au sens large, qui ne soit pas obligatoirement corrélée à l'école, mais dans laquelle il y a l'école. C'est ça que je voulais ajouter à cette présentation. Merci Richard. Oui, bonjour à toutes et tous, Guylaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNU IPP-FSU. Effectivement, je vais rebondir sur ce que disait Richard sur la question de l'école ne peut pas tout. Et l'école, même si est importante, effectivement, il vaut mieux parler en termes d'éducation. Ça, on en est tous et toutes bien conscients. Mais on voit actuellement que cette question des inégalités, elle est au cœur des débats. Enfin, elle est au cœur des débats entre nous déjà pour le moment, mais elle n'est pas forcément au cœur des débats au moment de dans ces discussions pré-campagne électorale, on va dire, parce que on voit bien que c'est pas dans les discussions actuelles, en tout cas dans certains partis politiques. Cette question des inégalités, on en parle depuis des années. Il faut absolument qu'on puisse les réduire, ces inégalités. On a vu dans les derniers résultats des évaluations CPCE1 que on en est loin. C'est-à-dire que si elles ont montré que oui, effectivement, une année scolaire complète, pleine et entière, sans confinement, a permis aux élèves de rattraper, on va dire, le retard et encore de rattraper sur certaines compétences. On voit bien que sur toutes les compétences qui sont ce qu'on appelle les compétences de haut niveau, la question de la compréhension en lecture et la question de la résolution de problèmes, qui sont des compétences essentielles pour les élèves, ne sont pas réussies par les élèves de nos quartiers d'éducation populaire, d'éducation prioritaire, pardon. Et effectivement, il va falloir pouvoir réduire ces inégalités et l'école ne pourra pas tout faire pour les réduire. Et c'est bien là l'ambition du mouvement Ambition Éducation, c'est de pouvoir croiser les différentes actions en faveur de l'élève et des familles pour pouvoir réduire ces inégalités. Et toutes les actions doivent être coordonnées pour pouvoir avancer tous dans le même sens. On a eu l'occasion ces dernières années d'avoir très certainement la crise et toutes les crises ont eu cet effet-là, d'avoir un repli sur soi et on voit bien que on a tendance, éducation nationale, collectivité locale, partenaires à fonctionner parfois en silo et jamais en se rencontrant. Hein, on va pas se mentir. On a des territoires où l'école fonctionne, les collectivités à côté, les associations et on n'arrive pas à se rencontrer. Et il faut vraiment qu'on sorte de ça et c'est un élan qu'il faut trouver là maintenant et c'est l'occasion notamment avec les élections mais de se retrouver et de renouer tous ces liens pour pouvoir avoir des actions communes qui convergent vers les mêmes ambitions parce qu'on a les mêmes objectifs en tout cas on parlait tout à l'heure de l'école publique. Je pense qu'il faut aussi recentrer sur ces questions d'école publique. J'insiste lourdement parce que je suis issue d'une région, la Bretagne, où le réseau privé est très très fort et il faut combattre au quotidien. Et on sait qu'on a des leviers et qu'on doit pouvoir avoir des leviers au sein des collectivités locales pour favoriser justement cette gratuité, cet accès à l'école, mais pas que à l'école. C'est-à-dire que il faut aussi pouvoir avoir des accès à la culture, à toutes les activités qui sont faites en dehors de l'école et aux loisirs. Je vais juste parce que je vais pas être trop longue, mais il faut se méfier d'un certain nombre de choses. On parle des cités éducatives, par exemple. On a une multiplicité de dispositifs qui, en ce moment, sont mis en place par le gouvernement, hein, au niveau de l'école, par exemple, mais pas que, qui permettent à des associations privées, qui ne sont pas des associations partenaires de l'école publique, d'intervenir dans les écoles et une large place y est faite. Et effectivement, il faut pouvoir ressortir de ça et plus on sera fort localement et on aura des liens on va favoriser les partenaires de l'école. Juste dire que pour les enseignants, c'est souvent quelque chose qui n'est pas connu.
C'est-à-dire qu'en formation, on nous parle plus comme on nous parlait avant. Moi, je suis d'une ancienne génération où, quand on était à l'UFM, on avait la présentation des partenaires de l'école et des associations complémentaires. On avait c'est quelque chose qui est plus fait. Donc, cette place-là, elle est importante. Il faut vraiment je ne vais pas dire la reprendre, mais effectivement se positionner comme étant et pour avoir des actions communes. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est essentiel. Je ne sais pas si c'était quand Charlotte, tu parlais des think tanks sur l'expression d'Étienne sur le privé qui peut rentrer dans l'école. Effectivement, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça et favoriser l'action publique et les partenaires de l'école. Pour continuer au regard du rôle des collectivités locales, je crois que dans le débat des présidentielles et des législatives, il y a une fenêtre pour exprimer effectivement un certain nombre de choses, mais aussi pour l'exprimer auprès de ce qu'il est convenu d'appeler le grand public, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. Et je crois que ce que nous pouvons porter collectivement, et c'est le sens du mouvement Ambition Éducation, c'est bien que les questions d'éducation, comme vient de le dire Guylaine, ne se réduisent pas au temps scolaire. C'est Anne Barrère qui, il y a quelques années déjà, disait à quel point l'éducation devenait buissonnière, de plus en plus buissonnière. Ce qui n'enlève en rien les prérogatives de l'école publique et qu'on doit effectivement garder, renforcer. Mais je crois que finalement, ce que la Fédération nationale des Francas et d'autres autour de la table, ce qui nous a mis ensemble, c'est le fait d'affirmer qu'il y a bien un service public local de l'éducation qui doit être reconnu, qui doit être j'allais dire sanctuarisé, je trouve pas d'autres termes, là je vais aller vite, mais c'est bien à la fois l'école, le temps scolaire et tous les temps péri- et extrascolaires qui vont participer de l'éducation de l'enfant. Je crois que vous l'illustriez hier en parlant à propos des temps périscolaires, du lien qui pouvait se faire entre projet d'école et projet des temps périscolaires. Et il me semble effectivement évident qu'il y a une multitude d'espaces où les acteurs de l'éducation peuvent ensemble identifier les besoins macro et micro des enfants. Et les besoins micro, ils s'analysent sur le territoire, dans l'école, autour de l'école, dans le quartier, et c'est un travail qui se fait localement. Donc, sans les collectivités territoriales, certes, il n'y a pas d'école, mais moi j'ai envie de dire que sans les collectivités locales, il n'y a pas d'éducation aujourd'hui en France, et il n'y a pas d'éducation sans un certain nombre d'acteurs, et j'ai envie de dire que nos fédérations d'éducation populaire en font partie. Petit clin d'œil pour finir sur ce thème-là. On nous assigne l'éducation populaire aujourd'hui à certaines missions. On arrête globalement les 4 jours et demi de classe. Tiens, vous allez nous faire le plan mercredi. On a besoin de vous. Oh bah tiens, là il y a eu une période de confinement. Si vous nous faisiez des vacances apprenantes. Ah ben c'est nouveau, on savait pas nous, fédération de centres de loisirs avec 5000 centres d'activité sur tout le territoire français, on savait pas qu'on apprenait des choses pendant les vacances. C'est dingue ça. Ça c'est un premier volet qui nous hérisse et je crois qu'on va se mettre d'accord là-dessus. Et le deuxième volet qui nous hérisse, c'est la logique start-up. L'État-nation aujourd'hui, le gouvernement fait appel ou écoute des think tanks, peut-être qu'Étienne retrouvera son propos. Moi, j'ai envie de dire halte aux start-up et aidons-nous et travaillons ensemble pour que les start-up d'un banquier ne soient pas les remplaçants
à la fois des enseignants et des mouvements historiques qui sont implantés territorialement, qui ont un maillage territorial et qui ont encore envie et qui ont encore l'ambition et la certitude qu'il est nécessaire qu'ils soient les poils à gratter à certains moments. Niveau distribution de parole, il y aura Étienne, Alexis, Marie-Christine et Béatrice. Ça vous va? Ah, on voit heureusement que je suis bien entouré par des femmes. Hein. Oui, d'abord, hein, dire moi l'immense plaisir que j'ai d'être parmi vous. J'ai été élu pendant 30 ans, j'ai participé au réseau dans le passé, et ça fait vraiment plaisir de voir que la relève est là, qu'il y a un développement du réseau, et c'est d'autant plus important dans ce monde chaotique dans lequel on vit, dans le désarroi politique global dans lequel on est, hein, de voir qu'il y a des pôles de résistance, hein, et que à partir de ça, il y a quand même une réelle capacité d'agir collectif. Hein, et pour nous, tu demandais ce que on entendait de ça, c'est que pour avoir été élu, je sais quand même les marges de manœuvre, les capacités d'action qu'on peut avoir dans une collectivité locale. Et nous, en tant qu'acteurs, maintenant je suis du côté éducation populaire, on est vraiment très demandeurs de pouvoir aussi, avec vous, en partenariat, parce que c'est un point sur lequel il faudra aussi qu'on discute, c'est que nous ne sommes pas seulement pas d'abord des prestataires, nous sommes des partenaires, hein, et que les procédures d'appel d'offres, les marchés publics, ça pose quand même des vrais problèmes dans notre fonctionnement, et que nous souhaitons pouvoir renforcer et renouer des relations fortes avec les collectivités, qui doivent aussi concevoir que l'action, de la même façon que nous critiquerions l'étatisation, de la même façon la municipalisation des politiques éducatives, peut être aussi un problème, et j'attire votre attention là-dessus parce qu'il faut que nous soyons extrêmement vigilants sur la façon dont vous êtes aussi des chefs d'orchestre, des assembliers de la mobilisation d'énergie créatrice citoyenne locale, et dont nous faisons partie en tant que partenaires. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de remettre un peu dans l'histoire pourquoi aujourd'hui le mouvement Ambition Éducation. Parce que d'abord, on a perdu la bataille de l'opinion. Je veux dire, on s'est fait planter en 2017 avec la question des rythmes. On a été complètement sidérés par rapport à ce qui s'est passé, alors que nous étions sur une tendance depuis les débuts des années 2010, avec Bobigny, avec la création du CAP, avec la question des conférences de refondation de l'éducation, la loi de refondation de l'éducation, la loi de refondation de l'école. Mais nous, on avait aussi travaillé sur la question de la refondation de l'éducation. Je vais revenir parce qu'on voit bien que l'école ne résume pas la question des problématiques éducatives. Donc, on avait quand même tout ce travail qui s'était accumulé, et on était quasiment sûr qu'on avait cranté les choses, et que les dynamiques encore très fragiles qu'il y avait de PEDT, etc., très incomplètes, très insatisfaisantes à bien des égards, mais qui avaient vraiment une tendance là-dessus. Et là, il y a eu vraiment la bérésina du retour aux 4 jours, hein, qui était la victoire finalement contre l'enfant. Hein, contre l'éducation. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jean-Paul hier soir, très bien. Hein, on est quand même le seul pays dans le monde à avoir une école 4 jours. Quoi. Donc, il faut bien resituer les choses dans cette étape. Et la Ligue n'a pas d'ailleurs échappé. Enfin, nos organisations ont été aussi contraintes à se réadapter. Et nous avons vécu une période 2017 jusqu'à maintenant où nous avons eu du mal à retrouver nos marques. Hein, et nous avons laissé le terrain. Hein, c'est les fameux états généraux de l'éducation. Alors, je sais plus quelle formule magique j'avais trouvé, mais ce qui sont effectivement cette espèce de coalition entre l'Institut Montaigne, la question des Bernardins, la Fondation Total, enfin, et qui développe, pour moi, qui a préempté le concept d'état généraux de l'éducation, ce qui est un pur scandale. Hein, et il est urgent donc que nous reprenons pied sur le débat public et que nous soyons capables, non seulement pour les présidentielles législatives. Le travail, c'est un travail de moyen et long terme qu'il s'agit d'engager. Bien sûr, il va falloir être présent et essayer d'interpeller, mais il ne faut pas se leurrer, ça va prendre du temps. Hein, parce que nous partons de loin, et la façon dont les choses se sont détricotées ces dernières années, la situation de désarroi dans laquelle une institution majeure comme l'école aujourd'hui, il faut que nous soyons, hein, selon la phrase de Gramsci, hein, le pessimisme de la lucidité et l'optimisme de la volonté. Il faut bien voir que donc le mouvement Ambition Éducation, réussite d'éducation, pour moi, s'inscrit dans le temps moyen et long de la recomposition dans ce pays du rassemblement de tous ceux qui veulent une éducation émancipatrice, solidaire, écologique, démocratique. Hein, parce que le problème, et on le voit bien, nous sommes aussi sommés de mieux expliquer à la population ce que nous voulons en termes éducatifs. Et ce que nous voulons, c'est compliqué la question de l'éducation. C'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, elle ne se pose pas dans les mêmes conditions qu'il y a 20 ou 30 ans ou 50 ans. Hein. Nous avons à faire face aux défis écologiques.
qui pose le problème de la question de la façon dont l'éducation peut préparer les personnes individuellement et collectivement à des comportements qui soient capables d'intégrer la question du risque du problème climatique, de la question de la biodiversité, la question du rapport au vivant. On voit bien qu'on a déjà tout un bloc qui est quelque chose d'assez nouveau qui nous interroge dans notre rôle d'éducateur sur la façon dont cette question est prise en compte. Il y a la question des inégalités. Je vais pas revenir là-dessus hier soir sur ce qu'ont évoqué les uns les autres, mais là il y a un pan énorme, puisqu'en plus avec la pandémie, on voit bien que ça n'a fait que creuser ces questions des inégalités, sous l'angle de la mixité. On évoquait la mixité sociale, on pourra en discuter, ça m'intéresserait. D'ailleurs, on va organiser avec Chouché Benayed et d'autres, l'ECTESCO, les rencontres nationales de la mixité au mois de février à Toulouse. J'ai noté que nombre d'entre vous étaient intéressés et nous vous inviterons à ces rencontres. Il y a les questions de mixité, il y a les questions de santé que vous avez évoquées, santé mentale, santé physique, le problème de l'activité physique, ça fait partie aussi en termes éducatifs, les questions d'alimentation, les questions de pauvreté aussi. Donc on voit bien qu'on est interpellé dans notre statut d'éducateur sur la façon dont nous sommes capables de prendre à bras-le-corps ces défis des inégalités. Troisième type de défi, le numérique. Le numérique avec le fait, on discutait sur WhatsApp là, tout à l'heure, sur le fait que ça peut être le pire comme le meilleur. C'est Podemos comme Daesh. On voit bien que c'est pas et que ça nécessite aussi de développer de façon nouvelle la question de l'esprit critique, la question de la capacité à pouvoir comprendre comment on peut utiliser cet outil. Et puis enfin des défis démocratiques et républicains, je dirais, parce que la démocratie n'épuise pas la question du rapport au commun. Il y a le problème de l'expression citoyenne. On voit bien qu'avec le développement du libéralisme, comme on dit, des pratiques autoritaires, cette question démocratique est loin d'être résolue aujourd'hui. Mais aussi, il faut la relier à la question du commun. Le problème, c'est pas la libération des énergies de chacun, et avec les réseaux sociaux, le fait que chaque individu maintenant s'en maître du monde, c'est la façon dont aussi on est capable de produire du commun. Face à ça, dans le champ éducatif, on a un défi majeur, c'est de repenser ce qu'on appelle effectivement le service public de l'éducation. Et moi, je suis très attaché à ce terme. Alors, pas d'ailleurs de l'enfermer dans les questions locales ou nationales, c'est voir qu'il se décline ce service public, à la fois sur la nécessité d'avoir un outil national, l'école publique, mais aussi de pouvoir aussi se décliner territorialement, puisque l'élément nouveau de ce qui a fait l'élément nouveau en France, enfin je veux dire depuis maintenant 20-30 ans avec la décentralisation, etc., c'est le fait que on voit bien qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas seulement l'éducation nationale, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer dans la question de la mise en place des politiques publiques en matière éducative. Et c'est le travail qu'on a fait autour des PEDT, des projets éducatifs globaux, les cités éducatives, on y reviendra, parce que même si c'est un programme gouvernemental, à mon avis, c'est le seul programme gouvernemental sortable aujourd'hui, avec lequel on pourrait, dans ses attendus, ensuite dans ses modalités de mise en œuvre, il y a plein de discussions à avoir, ça je suis complètement d'accord. Mais je pense que nous aurions tort de ne pas nous saisir de cette opportunité pour voir de quelle façon on est capable de pouvoir, parce que la cité éducative, c'est du PEDT, localisé. Alors avec les problèmes de périmètre, les problèmes de zonage, on y reviendra. Je pense qu'il y a effectivement une réflexion critique qu'il faut que nous menions. Et ensuite, cette affaire n'a de sens que si elle s'inscrit dans la durée. La cité éducative, c'est du 15-20 ans. Enfin, quand je dis 15-20 ans, parce que c'est une modification de paradigme. On parlait de la défense de l'école publique. Mais c'est pas la défense de l'école publique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Parce que l'école publique, il y aurait beaucoup à dire sur le fonctionnement assez caporaliste et laxiste avec lequel fonctionne l'institution et le fait, la nécessité qu'on puisse travailler dans ce domaine. Moi, je me permettais de faire ces incises parce que notre sens et nos bricolages après, enfin, la façon dont on va construire concrètement ça n'a de sens que si on le réfère à cette mise en perspective un peu historique. Donc, derniers éléments quand même sur lesquels il faut qu'on pointe aussi, c'est la question il y a trois grandes questions à mon avis, qui sont les questions de coéducation, le rapport aux familles. Deuxième grande question, qui est la question des jeunes et des enfants comme acteurs, qui ne sont pas seulement des sujets, mais les premiers acteurs de leur apprentissage. Et la troisième question, ce qu'on a évoqué, c'est la question des professionnels de l'éducation. Leur statut, leur formation, et la façon dont on peut travailler dans ce domaine-là. Donc voilà un peu moi le chantier dans lequel il s'agit un peu de s'engager. Concrètement, la proposition qui est faite à travers Ambition Éducation, c'est d'arriver à mener de pair la relance du débat national, mais faire à la différence de Bobigny que ça soit moins du descendant et que ça soit plus du remontant. Donc l'idée, c'est dans les jours. Alors, en plus, moi je pense qu'il faut à la fois bien sûr qu'on gère la présidentielle, mais qu'on ne soit pas non plus complètement obsédé, enfin seulement par ça. Parce que c'est un travail de plus long terme, et je pense qu'il faut qu'on construise les soubassements de la façon dont on peut construire aujourd'hui un mouvement fédératif
qui puisse engager les personnes. Donc, une des propositions concrètes du mouvement d'éducation, c'est de pouvoir, dans les semaines qui viennent, enfin d'ici janvier déjà, multiplier des initiatives locales ou dans une formation BAFA, un centre de loisirs, une rencontre d'acteurs, etc., on puisse déjà essayer de lancer le débat sur finalement c'est quoi aujourd'hui les enjeux éducatifs et partir un peu de la collection de ces éléments pour déjà en janvier, février, faire une première synthèse et essayer de bâtir quelque chose qui pourrait être un espèce de référentiel commun. Au milieu des années 2015, je pensais qu'il fallait que ce que nous représentons, nous ayons un manifeste pour l'éducation du XXIe siècle. Edgar avait fait un petit bouquin qui était très bien là-dessus, mais je pense qu'il faut aussi qu'on rende explicite vis-à-vis de la population ce que nous voulons en termes éducatifs, parce que c'est ce qui nous permettra aussi de pouvoir mobiliser. Oui, merci. Donc, Alexis Torcher pour le SGEN CFDT. Merci de cette invitation et merci de ce travail. Enfin, la fédération est engagée dans ce travail depuis plusieurs années et l'actualité renforce la nécessité de ce travail. Alors, deux axes de réflexion. Alors, oui, d'accord. Très bien. Deux axes de réflexion peut-être. D'abord sur l'état de l'opinion et finalement l'état des lieux. Je serais peut-être un peu moins pessimiste quand on regarde un certain nombre de signaux faibles. Une enquête d'opinion récente, c'était via Voice début novembre, disait que l'éducation, c'était le 3e sujet de préoccupation des Français dans l'opinion. Par contre, c'était le 12e sujet traité dans les médias, dans la sphère politico-médiatique. Alors vous me direz, des fois, c'est peut-être pas plus mal que ce soit pas traité dans la sphère médiatique quand on voit la manière dont ça l'est. Donc il y a quand même, je ne renvoie pas par exemple la dernière une du Figaro Magazine, mais on a quand même un besoin d'éducation qui apparaît. Et autre élément quand même positif, c'est que des propositions existent, des propositions fortes, mais pas au niveau national. C'est-à-dire soit à un niveau infra, c'est ce qui se passe aujourd'hui autour du mouvement Ambition Éducation. Il y a d'autres initiatives de la société civile organisée, par exemple le Pacte de pouvoir de vivre. Et on a aussi des propositions, mais à un niveau supranational. Moi, j'attire votre attention sur un rapport récent sur les futurs de l'éducation de l'UNESCO, qui pose la nécessité, je cite, d'un nouveau contrat social pour l'éducation qui doit nous réunir autour d'initiatives collectives. Donc on a un sujet qui émerge sur cette question éducative, avec l'idée que, avec les transitions en cours, transition écologique, transition numérique, les objectifs de l'école reste une nécessité, mais ces objectifs ne pourront pas être ceux du XXe siècle. L'école qui était là pour faire nation. Maintenant, l'objectif, il est autre. Et comment on franchit cette étape, comment on construit des communs autour de ça, je pense que c'est un débat qui va émerger, qui ne peut qu'émerger. Alors ça, c'était la première idée, c'est un peu de positif. Après, l'autre élément, fondamentalement, c'est le pilotage du système éducatif. Et je rejoins un peu ce que tu disais, le débat, il est là. Alors, système éducatif, il faudra aussi distinguer quand même le privé. C'est-à-dire qu'il y a du privé sous contrat qui s'inscrit dans un cadre scolaire. Et puis, il y a d'autres initiatives qu'on peut qualifier de privées qui sortent du cadre scolaire. C'est les entreprises, c'est les aspirations au homeschooling qui ont pu exister à un moment donné, l'éducation à la maison, l'éducation en famille. C'est donc dans ce cas-là, c'est l'absence finalement d'expérience sociale. C'est aussi le hors contrat. Et il y a toute une série d'initiatives où c'est les entreprises privées qui aspirent à ça. Et je pense qu'il faudra aussi qu'on voit un petit peu le périmètre scolaire, l'école. Et voilà. Bon. Et ce besoin d'école, il s'est révélé au moment du confinement quand même. C'est-à-dire que le constat de 2 mois de confinement, c'est que l'école est une expérience sociale irremplaçable pour les élèves. Deuxième point aussi quand même de constat de la période Covid, c'est que l'école, le système éducatif qui est fondamentalement pyramidal, construit comme quelque chose de pyramidal et descendant, avec un pilotage par circulaire, pendant les mois du Covid, on a une pyramide qui s'est volatilisée. C'est-à-dire que le pilotage par circulaire a disparu et finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. C'est-à-dire que les acteurs ont fait face. La pyramide s'est volatilisée, les acteurs ont fait face. Et là, on a constaté aussi que le passé, l'histoire des territoires a joué. C'est-à-dire que les territoires où on avait une histoire commune entre les écoles, les collectivités,
les associations ont mieux affronté cette période que d'autres où c'était beaucoup plus compliqué. Donc, cette période Covid montre à la fois le rôle, enfin, la capacité de résilience des communautés éducatives et le caractère irremplaçable de l'école comme expérience sociale pour les enfants. Voilà. Alors, expérience sociale, hein, sachant que l'école publique, il y a une mixité qui est supérieure à l'école privée. Mais, en tous les cas, on est quand même dans ce cadre scolaire. Et du coup, cette question du pilotage, elle doit être posée parce que tout à l'heure, Étienne, tu rappelais la question des RIP, hein, qui a chopé. Je pense que si on schématise, on avait eu dans le mandat précédent, dans le mandat Hollande, des objectifs politiques. Enfin, on avait l'idée qu'il fallait un pilotage politique par l'État des questions éducatives, avec des objectifs qu'on pourrait qualifier de sociodémocrates. Hein. Sans développer. Force est de constater que sur la question des RIP, à un moment donné, les acteurs qui soient, notamment politiques, hein, au niveau des municipalités, ça a quand même coincé. Politique au sens du parti, ça a quand même coincé à un moment donné de manière très forte. Du coup, on a eu un espèce de retour de bâton avec ce mandat-là, qui est en train de se terminer, où finalement, quand même, le ministère bancaire, c'était un pilotage technocratique. Descendant, dans le sens où c'est l'institution qui pilote. L'institution qui pilote de manière très descendante et aussi conservatrice, avec les mercredis, le plan mercredi, etc. On dit on fait appel aux acteurs, mais c'est nous qui contrôlons. Là aussi, hein, le modèle a atteint ses limites. Donc la question du pilotage du système et des relations entre État, collectivités, personnel, associations, doit se reposer en ces termes. Alors, on regarde finalement 10 ans où les modèles de pilotage ont été compliqués. Je termine avec juste un élément que, pardon, je vais éviter de taper dans le micro, avec un élément qui montre la difficulté du sujet. C'est dans une ville moyenne bretonne, alors c'est pas Brest, non, parce que Brest c'est une grande ville, donc c'est pas une ville moyenne, on a eu un projet de fusion de collèges. Projet de fusion de collège de manière classique hein, sur la question de la mixité, c'est-à-dire on prend un collège de centre-ville, un collège défavorisé, on le fusionne dans un nouvel établissement. En gros, 2 collèges 300 qui font un collège 600, de manière très, très schématique. Donc, porté par la municipalité, etc., soutenu par le conseil départemental, voilà. Et là, ouverture à la rentrée, et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que, au niveau académique, le choix a été fait d'implanter une section internationale. Une section internationale en termes d'élitisme du système éducatif, on ne fait pas mieux. Section internationale avec recrutement, évidemment, large. Donc là, comment finalement, là, pourrir un projet qui est un projet de mixité qui tenait la route, hein, avec, en finalement cassant la logique de mixité scolaire à l'intérieur du système, en faisant venir avec l'argument de oui, mais vous comprenez l'attractivité, tout ça. Voilà. Donc là, on a ce modèle, on a ce problème-là. C'est-à-dire qu'on a un pilotage qui est enclenché par on a un projet qui est enclenché par une collectivité, qui tient la route, et à un moment donné, on a une logique, d'autres logiques qui les percutent. Voilà. Ça, c'était un projet de 3-4 ans. C'était l'ancienne municipalité, hein, qui était, voilà, je peux le dire, c'est Lorient. La municipalité de Lorient. Là, on a des soucis. Et du coup, on a des acteurs qui sont vent debout. Vent debout parce qu'il y a des suppressions de postes qui sont enclenchées, parce qu'on a le sentiment que finalement ce modèle est mal construit, etc. Donc, la question du pilotage et de l'articulation entre les acteurs, c'est vraiment, pour nous en tous les cas, le sujet à faire avancer si on veut aller vers un système éducatif plus juste pour toutes et tous. Voilà, je ne vais pas plus loin. Merci. Je vais essayer d'éteindre. Comment on n'est plus là? Quoi? Voilà. Eh bien, sauf que c'est pas resté. Et voilà. J'avais pas appuyé assez longtemps. Donc, Marie-Christine Devenay, je prie d'excuser l'absence de Rosanne Mérien, qui est la présidente de l'ANDEV et qui ne pouvait pas être. Elle n'a pas encore le don d'ubiquité. Donc, en qualité de vice-présidente, je représente l'ANDEV, qui est le pendant, je dirais, technique. Puisque nous représentons les cadres territoriaux en charge de la mise en œuvre des politiques publiques dans les collectivités. Et c'est pour cela que ça nous a semblé tout à fait naturel d'être dans le mouvement Ambition Éducation aux côtés des élus, ce qui n'a même pas posé la moindre réflexion, puisqu'on travaille effectivement en binôme.
peut-être qu'une des propositions serait là on parle tous d'école, de périscolaire, des temps de loisirs, des nécessaires coalitions, coordinations, et peut-être qu'en parlant juste de l'enfant, de recentrer l'ensemble de nos débats et de nos échanges et de notre réflexion sur l'enfant et non pas seulement cet élève voilà, dans des familles en difficulté, ou juste peut-être que déjà on pourrait se sortir justement d'une forme de clivage entre les acteurs éducatifs sur un territoire. C'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup, auquel nous tenons tous beaucoup, puisque dans nos projets éducatifs sur les territoires, on parle de l'enfant et on reprend souvent ceux qui parlent de l'élève. Mais c'est vrai que si on s'aperçoit de nos échanges, c'est un mot qu'on utilise moins, beaucoup moins que élève ou que les professionnels voilà, dont on va parler. Pourquoi recentrer sur l'enfant? Parce que ça nous permet aussi de nous appuyer sur la flexibilité et l'agilité des stratégies éducatives des villes. On ne peut pas travailler sans l'État, nous en sommes tous conscients. Et c'est probablement l'enjeu vraiment fondamental, c'est quand on parle de sortir du silo, de nos raisonnements cloisonnés, c'est vraiment ça, c'est-à-dire il n'y a pas l'État d'un côté, les territoires de l'autre, des associations qui auraient plus ou moins de légitimité que des professionnels de l'éducation, de l'inclusion. Combien sur l'inclusion les débats stériles entre le médico-social, la santé, l'enseignement vient se percuter, alors que c'est exactement l'inverse qui devrait se passer. Donc tout cela est à prendre en compte sur un territoire et effectivement, les collectivités ont cette capacité de fédérer, de coordonner et particulièrement, c'est le moment effectivement, on est dans le moment des transitions et c'est probablement une chance à saisir. Voilà. Tournons peut-être le débat plus de façon chance, parce qu'on ne peut pas continuer comme avant. Bon, effectivement, notre congrès portait sur l'éducation et le développement durable et donc toutes les dimensions écologiques, mais dans toutes ces dimensions, pas que le climat ou l'environnement naturel, mais effectivement nos modes de faire. C'est le moment là, saisissons-nous de cela. C'est effectivement, on ne peut pas travailler comme hier, c'est pas possible. Les constructions d'écoles ne peuvent pas se faire de la même façon. On est en train de revenir, de reprendre conscience, c'est pour ça que je reparle de l'enfant dans la nature, l'enfant dans son quotidien. Là, en ce moment, il y a des enfants là sur l'esplanade, je trouve ça merveilleux. Dans des écoles de Lyon, ils en sont à faire une journée par semaine. Les parents ont appris ça, une journée par semaine. L'enfant ne sera pas dans l'école, mais ils font classe, quel que soit le temps, dans des parcs lyonnais. Enfin, c'est formidable, mais quelque part, on se dit, on passe notre temps, on en parlait encore hier soir, à réinventer l'eau tiède. Donc, quel est le rôle des collectivités dans tout cela? C'est bien de favoriser l'interconnaissance de ces différents acteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient de l'État, qu'ils soient du territoire, y compris, et je vais peut-être en chagriner quelques-uns, des acteurs économiques volontaires. Parce que on entend, et nous sommes, je pense, tous d'accord ici pour dire, il n'est pas question de donner les questions, de transmettre les questions éducatives et de les déléguer à des grandes fondations, à des grands fonds de dotation, voilà, multinationales ou même nationales, peu importe. Mais lorsque des acteurs économiques du territoire viennent effectivement proposer, on l'a quand même vu pendant la crise aussi, pendant la crise sanitaire, elle n'a pas eu que des aspects négatifs, c'est tout d'un coup, même les entreprises du territoire se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la population dont on fait partie nous-mêmes, quel est notre rôle? Et donc, c'est de ne pas leur fermer la porte, pour autant de savoir quel est l'objectif commun qui nous réunit, et ce n'est pas effectivement du greenwashing, enfin des choses comme ça, c'est pas ça dont on parle. C'est effectivement quel est le rôle de chacun sur le territoire. Et donc, c'est bien de pouvoir identifier les acteurs pour les mettre en synergie. Par rapport aux familles, effectivement, comment peut-on parler aux familles sans connaître très souvent la multiplicité et la diversité des besoins et la particularité de certains besoins
voilà, à quel moment on se donne le temps de bien connaître les besoins de ces familles. Et c'est là où on a besoin les uns des autres. Parce que si effectivement, si on entend la préfecture, c'est aller faire, je vais prendre exprès l'exemple des bidonvilles, aller faire le tour des bidonvilles, vous recensez le nombre de familles, et bien sûr qu'il y a un rejet. Mais c'est pourquoi faire? Enfin, il y a de la suspicion, donc on a bien besoin les uns des autres. Les acteurs associatifs qui ont cette confiance des familles vont pouvoir nous aider à faire revenir ou à faire venir tout simplement les familles vers ce qui nous semble intéressant dans notre offre éducative, mais attention aussi de ne pas parler à la place de. C'est aussi ce fragile équilibre, et c'est là où les techniciens, on en a parlé aussi hier soir, on parlait de passion et de conviction. Et la conclusion, c'était les élus sont des passionnés, les techniciens sont des gens de conviction, des personnes de conviction. Chacun sa place. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une conviction et qui est passionné par son activité auprès de vous, ça fera quelque chose de formidable. Et voilà, et inversement. Donc, effectivement, c'est bien de travailler ensemble et de vraiment réfléchir peut-être aussi à nos postures, élus et techniciens, associations, professionnels de la petite enfance à la jeunesse, nos postures professionnelles dans une dimension inévitablement transitionnelle aujourd'hui. Il y a urgence, vraiment. Voilà, et arrêtons de réinventer l'eau tiède. On passe un temps fou à réécrire les mêmes choses. Ce que vous disiez, là, les francas, mais bien sûr, enfin, c'est tous les mouvements d'éducation populaire ont réagi comme ça, en disant, ah bon, on apprend aussi en dehors de l'école, c'est très, très étonnant. Attends, ben voilà, et c'est vraiment cet enjeu-là, comment au quotidien, dans l'écriture de nos projets éducatifs, dans l'accompagnement des familles, dans le fait de rencontrer la petite enfance et les propositions, l'offre jeunesse vers aussi bien l'offre de loisirs que l'offre d'orientation, de soutien à l'orientation. Voilà, on a un champ d'action énorme, les collectivités, donc on a un vrai pouvoir d'agir. Le pouvoir, c'est celui qu'on donne aux autres aussi. Hein. Donc, oui, il y a le cadre, l'État, mais on a une sacrée marge de manœuvre. Donc, c'est le moment où jamais. Voilà. Je parle avec conviction, donc je vais arrêter. Voilà, donc je close ce premier tour de parole. Donc, Béatrice Laurent pour l'UNSA Éducation. Donc, nous, on est une fédération, on s'appelle pas UNSA École, on s'appelle bien UNSA Éducation. Ce qui veut dire que je parle pas au nom des profs, je parle au nom de 21 syndicats qui sont sur le champ de l'éducation nationale, de jeunesse et sport, de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et le but, notre but à nous, je vais l'enlever sinon je vais m'étouffer. Notre but à nous, c'est bien d'être en termes de fédération syndicale, de pouvoir défendre des métiers. Tous ces gens-là, ça représente à peu près une cinquantaine de métiers dans le champ éducatif très large, vous l'aurez compris. Mais de pouvoir travailler dans des conditions dignes, de respecter que tous ces personnels ont des conditions de travail acceptables, mais aussi ce sont des métiers qui ont un sens, ce ne sont pas n'importe quel métier, qui sont tous des métiers dans le champ de l'éducation, donc de défendre aussi de l'ambition pour l'éducation dans le service public. Alors, évidemment, ça a déjà été beaucoup dit ce matin, les défis éducatifs, ils sont d'une grande ampleur, ils sont énormes et nous, on est vraiment convaincus que personne ne détient seul la solution. Évidemment, l'école doit prendre sa part, mais elle ne peut prendre que sa part, et pas la part des autres. Et donc, c'est bien complémentarité, alliance éducative, c'est un vrai enjeu. C'est pas simple à faire, c'est indispensable, mais ce qui est difficile, c'est de faire travailler les différentes cultures professionnelles ensemble. Voilà. Et ce qui est difficile, c'est de savoir qui est chef de file, qui est coordonnateur, qui est pilote. Hein, ça, on le vit dans les cités éducatives, mais on le vit dans tous les sujets éducatifs en fait. Et ça peut passer par des formations intermétiers.
Ça peut passer par le plus de rencontres possibles. Donc nous, on a bien évidemment rejoint ce mouvement Ambition Éducation en se disant que c'était un lieu où on avait à se connaître, à se reconnaître et à partager ensemble, parce que ça peut paraître simple de dire qu'on a tous la même vision de l'éducation, mais quand on va creuser les sujets, on voit qu'on a beaucoup à discuter pour les partager et pour voir comment on les empoigne, ces sujets. Donc plus on arrivera à travailler en intermétier, en interresponsabilité, plus on réussira à développer cette ambition pour l'éducation. Ce qu'on vous propose, c'est du coup des réactions de la salle, ou des réactions, des questions. Pourquoi tu rigoles? Merci pour tous ces échanges et c'est très intéressant. Je pense qu'on est plutôt consensuel, on est plutôt tous à peu près d'accord, on partage à peu près les mêmes visions ici présents dans cette assemblée. Mais dans les faits, aujourd'hui, parfois, je prends un exemple très concret auquel je suis confrontée dans ma collectivité aujourd'hui, en parlant des cités éducatives. On peut dire tout ce qu'on veut du gouvernement, de ce qui est mis en place, de Blanquer, etc. Dans le fond, sur cette question de la cité éducative, c'est une reprise, comme disait Étienne, des projets éducatifs de territoire, et ça nous a permis, nous, sur notre ville, la commune d'Orly, de mettre vraiment, encore une fois, et de manière plus en adéquation avec les vrais besoins de nos populations les plus en difficulté, puisque ça ne concerne que le réseau d'éducation prioritaire, plus le collège et les écoles qui alimentent ce collège. Et on se retrouve avec la démarche est plutôt bonne, on fait des actions très intéressantes, on répond aux besoins, on a fait un diagnostic partagé, on est vraiment dans un partenariat et une alliance, pour reprendre les propos d'hier, qui sont plutôt riches et intéressants et dans l'intérêt de l'enfant. On a vraiment à chaque fois qu'on échange, c'est l'enfant et le jeune au cœur de nos échanges, aussi bien entre les services de l'État, de l'éducation nationale et nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a une remise en cause de tout cela par des syndicats, pour des raisons que je ne vais pas contredire, ou sur le fond peut-être, mais la manière de faire, quand sur le département du Val-de-Marne, on a des dynamiques qui sont lancées sur d'autres collectivités et qui sont arrêtées et empêchées par des syndicats, moi ça m'interpelle. On parle d'alliance, on parle de travail en commun, on parle il faut travailler ensemble, et on bloque et on se bloque pour des raisons qui sont peut-être légitimes, mais plutôt que de bloquer, essayons de construire quelque chose et de répondre aux ambitions de chacun et aux problématiques qui sont peut-être évoquées par ces personnels et travaillons plus sur le fond ensemble, en partenariat, plutôt que de s'opposer encore une fois et d'oublier l'intérêt premier de l'enfant. Quand on met tous les partenaires autour d'une table et qu'on arrive à trouver une orthophoniste, qu'on arrive à mettre en place des dispositifs qui répondent à l'ouverture culturelle, etc. On est dans l'objectif qu'on se fixe tous aujourd'hui, de pouvoir ouvrir et de donner plus à ceux qui en ont moins. Et c'est vraiment le sujet, et la table de ronde et l'échange d'hier, la conférence d'hier le rappel, c'est notre objectif. En tout cas, moi, sur mon territoire, c'est l'un de mes objectifs. Donner plus à ceux qui ont moins pour pouvoir rattraper ces inégalités et réduire. Donc, essayons de faire ensemble plutôt qu'à chaque fois de devoir combattre et de se remettre les uns contre les autres alors qu'on a avancé. On fait un pas en avant et 3 pas en arrière, et c'est juste des forces qu'on déploie et qu'on n'arrive plus, quoi. On a besoin, nous, collectivités aussi, de se dire, quand ça fonctionne, avançons ensemble, posons les problèmes et avançons ensemble, et ne bloquons pas tout un système pour X raisons, et souvent qui ne sont pas du tout celles de l'enfant, on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, ça c'était mon coup de gueule, je suis désolée, mais j'avais besoin de le dire, parce que c'est vraiment un truc qui en ce moment travaille et me met en difficulté, et je trouve ça inadmissible, après 3 ans de travail, qu'on remette tout en cause aujourd'hui pour des principes qui sont loin de ceux qu'on défend tous, celui de l'enfant. Merci. Est-ce que je peux juste répondre, parce que c'est vrai que je sens, mais j'entends hein, le coup de gueule. Je pense qu'il y a différentes. Alors quand je disais tout à l'heure, il faut pouvoir travailler ensemble. C'est pas dans la culture des enseignants. Je le disais, c'est pas dans la culture des enseignants parce que c'est pas dans la culture de la formation des enseignants.
C'est-à-dire qu'on n'a pas une formation qui nous aide à aller vers, y compris les collectivités locales, mais aussi les associations complémentaires. C'est-à-dire que c'est souvent des initiatives personnelles et militantes. Et quand je dis personnelles et militantes, je dis aussi que depuis toutes ces années, et je pense que ces dernières années, ces 4 ans que l'on vient de vivre dans nos écoles, ont été très très compliquées. Et on le sent maintenant auprès des enseignants qui, dans le premier degré, sont, je ne vais pas dresser un tableau trop noir, mais on a des chiffres qui nous sortent de démissions, de départs, de crises de recrutement qui sont là. Donc on a vraiment un rouleau compresseur depuis toutes ces années. Je ne vais pas revenir sur la période des rythmes, mais qui, à mon sens aussi, a été un événement qui a aussi demandé beaucoup aux enseignants et qui n'a pas été, qui n'ont pas reçu en retour. Là, la question des cités éducatives, effectivement, je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de dispositifs. Dans l'éducation nationale, il y a les dispositifs et puis il y a les réformes. Et que ça s'empile. C'est-à-dire que chaque gouvernement se succède et met en place un nouveau dispositif. Et je partage l'idée, on partage l'idée au SNUPP que dans les cités éducatives, tout n'est pas à jeter en bloc. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de, voilà, il y a, je peux l'affirmer. Voilà, je dis il y a des choses et comme le dit Étienne et on a l'habitude d'en discuter ensemble, il y a des choses que l'on peut effectivement contrer parce que ça va pas améliorer les choses, mais c'est un dispositif qu'on peut mettre en œuvre. Après, il y a la volonté locale. Alors effectivement, je connais pas la situation particulièrement d'Orly, mais je peux entendre des deux côtés des réticences. Quand je dis travailler ensemble, il y a effectivement des difficultés des deux côtés. Je vais pas le nier. Je ne vais pas donner d'excuses non plus, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question de ce que l'enseignant actuellement vit dans l'école. On pourrait parler, je pense, de la question de l'inclusion, par exemple. C'est une question qui est centrale actuellement dans les écoles, qui pèse énormément et qui renvoie l'enseignant à des pratiques individuelles et qui ne base pas du tout sur le collectif et sur l'aide collective qu'il pourrait apporter. Et je pense que la difficulté des enseignants actuellement, c'est de dire, et on le voit au sortir de la crise, et nous on le rencontre comme difficulté syndicalement aussi, c'est de se dire, je baisse la tête, je fais ce que j'ai à faire dans ma classe et je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Parce que sinon, je vais m'y perdre. Et je pense que dans ces réticences qu'il peut y avoir certainement, mais on pourra en discuter plus particulièrement ensuite, mais je pense qu'il y a aussi cette capacité de dire je résiste parce que je ne veux pas bouger. Et cette forme de résistance, elle est liée au poids des dispositifs et des réformes qui se sont mis en place depuis ces dernières années. Donc il faut passer au-delà de ça, ça veut dire qu'effectivement, il faut trouver un moyen. Il faut aussi que l'éducation nationale, elle entende ça, parce que vous le dites en qualité de collectivité locale, mais de l'autre côté, l'éducation nationale ne nous forme pas sur les questions de cité éducative. En éducation prioritaire, il y a beaucoup de collègues actuellement qui ne disposent même plus des heures de pondération, ce qu'on appelle nos heures de pondération, pour pouvoir participer à ces dispositifs et tout ça. C'est-à-dire que il y a tellement de manque de remplaçants dans nos écoles que quand il y a un remplaçant qui est prévu pour nous remplacer dans notre classe pour faire ces heures et ces heures de concertation avec les collectivités, avec les partenaires, eh bien, comme il n'y a pas de remplaçant, on va pas prendre nos heures de remplacement et puis on va continuer à être dans la classe. Donc, il y a aussi cette question de responsabilité de l'institution éducation nationale à ne pas aider les enseignants à rentrer dans ces dispositifs, mais à imposer de façon injonctive. On le disait tout à l'heure, actuellement, on est sous la pression des injonctions, injonctions sur les méthodes pédagogique même, on fait plus ce qu'on veut dans nos classes, c'est terminé, c'est-à-dire qu'on impose des méthodes aux enseignants et on impose des réunions de concertation alors que l'équipe n'est pas à ce moment-là favorable à ces réunions. Et donc il y a quelque chose qui est une forme de résistance, mais qui est une forme de résistance, on va dire, globale. Il faut qu'on en sorte de ça. Malheureusement, on peut dire qu'avec ce ministre, on a un petit peu de mal à sortir de cette résistance parce qu'il faut réagir tous les jours. Parce que tous les jours, la communauté éducative est attaquée. On parlait de la une du Figaro, mais on se sent
il y a cette question de la reconnaissance de l'institution qui n'est plus là. Donc, quand on n'est pas reconnu, voilà, je parlais de repli sur soi tout à l'heure, c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça qui fait de la résistance, c'est le repli sur qu'est-ce qu'on va me demander, on va encore me demander de faire. L'institution, l'IEN déjà me demande beaucoup, et là, c'est la collectivité qui va me demander, et moi, quand est-ce que je fais ça, et quand est-ce que je rencontre les familles. Vous voyez, il y a un tout, et je pense qu'on est arrivé mais j'entends, hein, j'entends tout à fait ça, parce que je partage, enfin, je partage cette idée qu'il faut travailler en commun, et il faut qu'on puisse construire du commun autour de ça, et qu'on puisse avancer. J'étais mercredi dernier au congrès des maires à Porte de Versailles, là, sur justement une table ronde sur les inégalités, et il a été question des cités éducatives, et effectivement, il y a des choses qui se mettent en place et qui pourraient évoluer. Après, je partage ce que disait Étienne tout à l'heure, il ne faut pas qu'à un moment donné, ces cités éducatives, enfin, ce travail qui est fait là, ce travail qui est fait en éducation prioritaire, il soit cassé par la prochaine réforme de l'éducation prioritaire. Et là, on a enfin, on peut se poser des questions, parce qu'effectivement, ce qui s'expérimente là dans 3 académies sur les contrats locaux d'accompagnement est très inquiétant sur la politique de l'éducation prioritaire qui va se mettre en place dans les années à venir. Enfin, si ça se confirme, mais je crois comprendre que ça va se confirmer et que ça va se généraliser, et qu'on va être sur des moyens contractualisés dans certaines écoles, et que on ne va plus tenir compte du territoire et des aspects sociaux dans chacun des territoires. Donc, il y a aussi voilà, pour nous enseignants, il faut pouvoir s'engager dans cette dynamique, et au-delà de s'engager, c'est de se dire, est-ce que ça va à nouveau continuer, et est-ce que ce travail qu'on fait là, il n'est pas voué à être changé dans 2 ans. Je prends l'exemple du dédoublement des classes de CP-CE1 qui est venu supplanter le dispositif des plus de mètres que de classe, qui est un dispositif qui était partagé par à la fois les collectivités, à la fois les enseignants, enfin toute la communauté éducative, et on change de gouvernement, on nous met un autre dispositif et on n'en mesure même pas les effets. Donc voilà, il y a aussi ça, je pense qu'il faut prendre en compte dans ces résistances qu'il peut y avoir. Moi, je veux bien réagir aussi sur ce que tu viens de dire, parce que Étienne en a un peu parlé, mais la question du temps long, effectivement, en matière éducative, et de comment est-ce que nous aussi, en tant qu'acteurs, acteurs militants, on transmet des choses. C'est très important, parce qu'effectivement, le plus de mètres que de classe, c'est un bon exemple. Une cité éducative aussi, c'est-à-dire que nous, à Blois, il y a une contractualisation, elle existe depuis 3 ans, on a eu des moyens, on a lancé des trucs, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et que effectivement, il faut vraiment que nous, on arrive à retrouver des cohérences. Clairement, là, les années Blanquer, ça témoigne d'une vraie rupture dans la conception et du rapport aux collectivités, et du rapport à la communauté éducative, et du rapport au savoir. Mais au fond, nous, peut-être que le message qu'il faut faire passer, même si on n'est pas d'accord sur tout ce qui s'est passé précédemment, mais c'est est-ce que globalement, on arrive à reprendre le cours d'un mouvement qui avait quand même plutôt fait du bien à l'école, voilà, notamment dans le premier degré, mais pas que, et que ça, c'est peut-être aussi quelque chose à penser dans le débat public. Après, sur la question de la réaction des acteurs locaux, nous, on a un peu l'habitude, mais ce qu'on dit souvent, c'est que du coup, nous, on est à portée de baffe, et c'est facile de taper l'élu local qui est là, parce que d'abord parce qu'on se connaît avec les acteurs locaux, que globalement, c'est en plus un peu notre électorat, donc on est attentif et on répond, voilà, et nous, on essaie de faire au mieux. Donc effectivement, face à parfois, pas partout, mais face à un encadrement intermédiaire de l'éducation nationale qui est quand même plus qu'absent, ou alors qui est très autoritaire dans sa façon de gérer les écoles, et bien souvent on se retourne vers les collectivités. Et c'est pas parce qu'on a une collectivité qu'on fait des trucs bien, ça c'est sûr, mais je pense que c'est aussi intéressant que du coup il y a des mobilisations contre les collectivités qui me semblent être indispensables parfois, et voilà. Mais je pense que aussi ce mouvement Ambition Éducation, il peut aussi permettre de définir ce que sont des marqueurs sur des territoires éducatifs, à défaut des villes éducatrices, mais des territoires où globalement il y a toutes les conditions pour qu'on mène des batailles, qu'on puisse
défendre des positions, qu'on puisse voilà, peut-être même essayer des choses. Je parle pas d'expérimentation, hein, mais essayer des alliances locales pour réussir des choses. Voilà, et je pense que vraiment, je reviens là-dessus, mais la façon dont ce mouvement peut irriguer le terrain et comment est-ce qu'on se donne ces moyens-là, j'aimerais vraiment qu'on puisse le creuser. Justement sur les réseaux, c'est ce que ça faisait écho là. Effectivement, c'est de s'appuyer sur des organisations en réseau. Bien sûr, je vais reparler de l'ANDEM, mais nous sommes par exemple organisés en réseaux régionaux. Lorsque nous avons là en ce moment, on succède effectivement les rencontres. Donc on a plusieurs réseaux régionaux. Donc il y a le réseau Grand Ouest là qui va se réunir prochainement, sur les Hauts-de-France aussi. Enfin, c'est le moment là où effectivement nous on porte le mouvement Ambition Éducation en demandant à nos collègues comment aujourd'hui eux expriment des besoins, comment ils s'inscrivent dans le mouvement et nous font remonter ceux qui vivent sur les territoires et qui viennent nourrir cette réflexion, parce que à la fois il y a les grands principes sur lesquels il va falloir interpeller effectivement les candidats, mais c'est aussi la réalité du terrain. C'est-à-dire que là, ce que vous venez de raconter sur les blocages sur Orly, on va les avoir par d'autres dans d'autres collectivités ou sur d'autres sujets. Effectivement, c'est comment on entend la maltraitance ressentie par les enseignants depuis plusieurs années, et comment finalement la collectivité est le réceptacle aussi de tous ces ressentis, que ce soit les familles pendant la crise, que ce soit les personnels des écoles, ou que ce soit avec les 1607 heures, ou que ce soit... Enfin, je veux dire, là, il y a de quoi faire en ce moment pour la Gronde, effectivement, mais c'est comment le mouvement Ambition Éducation se partage au territoire, dans les réseaux régionaux, et comment peut-on faire remonter effectivement par nos différents réseaux, mutualiser ce qui va nourrir les questions portées aux candidats à la présidentielle et aux législatives. Parce que, voilà. Voilà, peut-être juste ajouter, et bon, la FCPE n'est pas présente aujourd'hui avec nous, mais peut-être juste on peut réinsister aussi sur notre jargon, c'est-à-dire ambition éducation, elle s'adresse aussi aux parents, et c'est comment on les emmène avec nous pour porter cette voix et pour porter un socle commun de ce que nous, en fait, collectivités territoriales, élus ou techniciens dans nos villes, on vit au quotidien. Et c'est-à-dire que pour eux, c'est très très compliqué de savoir qui fait quoi à l'école, en dehors de l'école, qui sont les acteurs, qui peut, voilà. Et donc du coup, nous, on doit aussi, quand tout à l'heure on dit, nous en tant que technicien ou en tant qu'élu, on a interpellé dans nos villes, mais pour les parents, c'est hyper compliqué. Et il faut un peu simplifier les choses, parler de manière très simple sur à qui on s'adresse et comment nous on les emmène avec nous. Et finalement, ce réseau territorial qui se développe avec l'ANDEV, mais aussi dans les syndicats d'enseignants, dans les syndicats des professionnels de l'éducation, de l'animation, etc., c'est comment on emmène les parents avec nous pour porter cette voix et ce socle commun. Voilà, c'était juste cette petite remarque, mais c'est aussi parce que la FCPE n'est pas présente ce matin, ou les associations de parents d'élèves, mais on voit bien aujourd'hui, et on l'a vu hier dans le groupe parents et parentalité, tout l'enjeu qu'il y a derrière de les associer le plus possible, voilà, sur nos politiques éducatives. Moi, j'ai envie de... Ah, juste après Richard, d'accord? c'est Richard qui parlait. Je voulais poursuivre sur les questions de formation des personnels d'éducation. Parce que depuis hier, on a beaucoup évoqué, et c'est bien normal, les difficultés que rencontrent des enseignants avec un parcours de formation qui a été désarticulé ou démantibulé. Et comme le disait Jean-Paul à juste titre, où de façon centrale, ce sont les contenus, sa matière, sa discipline qu'il faut maîtriser
le reste n'est que fanfreluche. Je suis un peu caricaturale, mais au moins pour le second degré, avec en plus une tendance à regrouper les enseignements et donc à écraser ce qu'il pouvait y avoir de bien dans la formation pour le premier degré. C'est un point de vue que je partage au moins avec moi-même. Mais je suis enseignante au départ. Ça me fait penser à une anecdote très rapide. Première inspection, c'était il y a longtemps, mais quand même, première inspection. Première phrase de l'IEN qui m'avait inspectée. Sophie d'Argelos, virgule, militante auprès des francs et franches camarades, a su installer dans sa classe un climat positif. Après, elle a continué parce que ma leçon de maths n'allait pas très bien, mais ça veut bien dire que depuis longtemps, on reconnaît que la posture éducative et la relation aux enfants, et je suis d'accord, pas qu'aux élèves, elle ne s'apprend pas vraiment dans le cursus proposé par l'éducation nationale. Et ça, c'est une réelle difficulté. Et j'ai envie de faire le pendant avec la formation des animateurs. Parce que il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il y a ce volet-là. On a bien vu au moment de la réforme des rythmes, parfois, la difficulté de communication qui existe entre des enseignants et des animateurs qui ont pu entendre lors de réunions publiques. Alors, c'est peut-être qu'un cas particulier, mais c'était latent et sous-jacent. J'étais présente à Paris à une réunion où des enseignants ont pu dire « Vous n'êtes rien, moi j'ai un master ». Quel mépris. Et on peut le comprendre en même temps parce que ces enseignants-là, ils ont besoin aujourd'hui de réaffirmer leur légitimité, de réaffirmer leur place. Ils sont contestés partout et tous les 4 matins, des parents peuvent leur dire que ça va pas ce qu'ils font. Ceux qui sont en souffrance, ce sont aussi les animateurs. Et j'ai envie d'illustrer cette question, là aussi, sur la question de la posture éducative. Un des trucs bien, c'est le fait, il y en a 2 trucs bien pour moi qui viennent de se passer récemment. Lors de la réforme des rythmes, l'AMF notamment dit on a besoin d'avoir des animateurs davantage, il faut les former, mais alors les diplômes, les formations sont trop longues, faites-nous un truc plus court. Et l'État a créé, avec des représentants syndicaux salariés et employeurs, moi j'étais au titre des employeurs, créé le CPGEPS. Le CPGEPS, animateur d'activité et de vie quotidienne. On s'est battu, les employeurs associatifs, pour qu'il y ait une partie de la formation sur la vie quotidienne. Et c'est bien ça la posture de l'animateur. Et c'est bien ça qui manque aussi à des enseignants. Je pense que c'est toute cette relation à l'enfant, à la famille, de fait. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on travaille. Donc, il faut aussi qu'on trouve les moyens de financer les formations d'animateurs. Une des pistes qui arrive et qui émerge, ça a commencé en septembre 2020, c'est que pour la première fois, le ministère de l'Éducation nationale finance la formation initiale des animateurs via un bac pro animation. Investissons ce bac pro animation. Accueillons durant l'alternance des bacheliers en formation. Là aussi, nous avons pu travailler avec le ministère les contenus de ce bac pro. Ils sont solides. Investissons-le parce qu'il y en a marre que ce soit les associations qui financent la formation professionnelle des animateurs. Animateurs qui, au bout de 7 ans, vont dans les collectivités locales et collectivités locales qui ne peuvent pas faire financer la formation certifiante parce que le CNFPT refuse de financer la formation certifiante des animateurs. Donc, pour finir mon propos, les enseignants vont pas bien, les animateurs vont pas bien, ils ont été reçus hier par Sarah El Haïry, une délégation de syndicats de salariés.
ils disent pas ce qui s'est passé pour l'instant, ils vont pas bien. Par effet miroir, les gamins vont pas bien. Et là, c'est bien notre souci, c'est que les gamins, ils disent que ils ont besoin de se sentir bien dans leur tête. Et ce qu'ils disent, je cite un extrait du rapport du Défenseur des droits, ils disent « La santé mentale, c'est quand on est bien dans sa tête. J'ai le droit d'aimer et de recevoir de l'affection. Toute personne dont le besoin doit pouvoir avoir accès, toute personne dans le besoin doit pouvoir avoir accès à un soutien psychologique. Les gamins sont hypersensibles, c'est un de leurs premiers sujets de préoccupation, aux relations sociales. Alors oui, tout ce qui est des violences entre pairs pèse, mais aussi des phénomènes de violence intrafamiliale, de relations avec des adultes qui sont mal perçus, parce que les adultes vont mal eux aussi. Bref, tout ce méli-mélo, un peu, je fais de la psychologie rapidement là, mais tout ce méli-mélo, il faut qu'on le démêle en posant le bien-être des enfants comme un préalable, mais il faut travailler sur le bien-être des adultes qui travaillent avec eux, et donc sur leur formation, leur statut et leur reconnaissance. Je donne la parole à Richard. Je rajouterais même le personnel qu'on parle très rarement, c'est le personnel de service. Moi, je les ai rencontrés dans un lycée et effectivement, ils me remontaient qu'il y a moins d'élèves dans ce lycée-là, donc moins de personnel de service doté par la région. Par contre, les enseignants utilisent les salles 1 heure, donc ils ont autant de salles à nettoyer, du boulot, et les enseignants refusent de se poser la question du personnel de service. Et je pense que ça, c'est essentiel aussi. Dans les écoles, on a le personnel de service. Moi, j'ai fait les conseils d'école, les attaques qu'on a eues, alors qu'on a des agents qui ont nettoyé 2 fois par jour, 3 fois par jour les poignets pour que les enseignants ne le fassent pas. Aucun remerciement de ce personnel-là. Ça m'a énormément choqué. Et c'est le personnel invisible des écoles. Et à un moment, il faut que les collectivités les défendent, mais aussi le corps enseignant. Richard, à toi. Oui, on fera pas l'économie de tout ce qu'on entend ce matin sur les limites par rapport aux missions éducatives qui nous arrivent, chacun dans les secteurs où on en est, qui nous arrivent de façon verticale par nos institutions respectives. Ce que propose le mouvement Ambition Éducation, c'est d'inverser la logique, c'est-à-dire de considérer que la question éducative est une question qui se partage et qui vient d'un partage, et donc ces alliances éducatives que l'on veut mettre en place, c'est d'imposer cette façon d'analyser l'éducation à partir des alliances éducatives, qu'elles soient de territoire ou pas de territoire, mais en tout cas elles sont nécessaires. Et à ce moment-là, on échappera à cette façon de se positionner vis-à-vis de nos institutions et vis-à-vis de ce qu'elles nous imposent et de ce qu'elles ne font pas, et de ce qu'elles n'entendent pas, etc. Sinon, on n'en sortira jamais. La limite de ce que fait chacun dans son boulot, c'est qu'au bout d'un moment, il considère qu'il est bien seul et que si les autres étaient là, ça se passerait bien autrement. Enfin, on entend souvent les profs dire « mais où sont les parents ?» dire « mais où est l'école ?» et chacun fait cette affaire-là. L'idée maintenant, c'est de dire on est tous là et on partage ça. Et à partir du moment où on le partage et on organise la problématique à partir des alliances éducatives, alors on remonte chacun dans nos institutions les besoins tels qu'ils sont. Et on n'est plus dans quelque chose qui est de répondre aux injonctions verticales. L'exemple qui vient de nous être donné précédemment est tout à fait ça, c'est-à-dire chacun peut raconter où sont ses limites de travail. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui fait que les acteurs éducatifs deviennent des exécutants. C'est-à-dire qu'il y a une pensée verticale et il y a des exécutants. Quand la pensée verticale disparaît, les exécutants se disent qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Alors le Covid nous a bien montré que quand il n'y a plus de pilote dans l'avion, il y a quand même
d'un seul coup des acteurs éducatifs qui prennent leurs responsabilités comme acteurs éducatifs et qui considèrent que il y a d'autres acteurs autour d'eux avec lesquels il faut travailler. C'est ça qui est proposé aujourd'hui. C'est-à-dire de partir de ce partage de ces alliances pour poser des principes qu'on pourrait imposer à nos interlocuteurs dans chacun de nos secteurs éducatifs individuellement. Et ça nous éviterait d'être toujours dans des faux problèmes. Quand je dis des faux problèmes parce que on peut pas chacun là où on en est, comment dire, prendre en compte ce que les problématiques de chaque institution sous prétexte de contraintes verticales. Donc moi je pense Richard, excuse-moi de te couper, mais on a une actualité qui peut être intéressante. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on a la manifestation des animateurs devant la mairie, l'hôtel de ville, et on serait bien d'accord. Enfin, je trouverais intéressant de les entendre au-delà maintenant. Donc je suis désolée pour les demandes de prise de parole, il y en avait quelques-unes, mais si vous en êtes d'accord, 2-3 personnes de venir. Excuse-moi Richard de te couper, mais c'est juste qu'ils sont dehors en train de non, mais j'avais terminé. Alors, si on a le temps après, je dis juste les prises de parole. Il y avait une demande de Marie-Christine, Béatrice, de Yannick qui est en visio, pardon. Et j'ai oublié. Peut-être qu'il faudra que je parte. Excuse-moi, peut-être qu'il faudra que je parte. Si tu as 2 minutes maintenant, vas-y, le temps qu'on cherche les animateurs. Non, mais c'est pas grave. Non. Le plus important, c'est de recevoir. Non. Il n'y a pas de souci. Non, recevez les animateurs, c'est plus important. Non, mais juste le temps si tu as. Voilà. Là, on a le temps si tu veux, le temps qui. Ah, d'accord, oui. Alors, du coup, très, très brièvement, d'abord, Yannick Trigan, je suis conseiller régional en Île-de-France. Et donc, commissaire lycée, donc je suis ces questions d'éducation pour mon groupe. Là, évidemment, le cadre est beaucoup plus général. D'abord, je voulais vraiment vous remercier du travail qui est mené, parce que je pense que plus que jamais, dans le contexte que l'on connaît, on a besoin de pouvoir partager toutes les expériences, toutes les compétences, toutes les intelligences, et même si on peut avoir des approches sensiblement sur un certain nombre de sujets, les interventions d'aujourd'hui encore montrent que il y a quand même cette volonté de faire que l'éducation reste, si je puis dire, la pierre angulaire de notre République, et c'est important. Moi, je voulais en style télégraphique attirer notre attention collectivement. Il y a quelques sujets qui aujourd'hui, en tout cas sur le territoire où je suis, nécessitent que, au niveau notamment des collectivités et des partenaires, on soit particulièrement vigilant. Ça a été évoqué tout à l'heure, la question de la mixité sociale et de la mixité scolaire, pas seulement de la mixité sociale, mais aussi de la mixité scolaire à l'intérieur même des établissements. Et Étienne disait tout à l'heure que prochainement, un colloque ou réunion allait être menée. Je pense que c'est tout à fait important, parce que on se retrouve quand même aujourd'hui dans un certain nombre de situations et de territoires où on a des ghettos de riches et des ghettos de pauvres, et ça, évidemment, ça nous interpelle. Le deuxième sujet, c'est la question, il en a été aussi la question tout à l'heure de l'éducation prioritaire. Je pense que l'éducation prioritaire doit être une priorité, en l'occurrence, et que sur les questions dans ces territoires-là, sur les questions de santé, sur les questions de scolarisation des enfants de moins de 3 ans, sur les questions de financement également par l'État dans ces territoires, quand on sait, et Jean-Paul Delahaye le rappelle souvent, que l'État investit 45 fois plus pour un élève qui prépare des grandes écoles plutôt que pour l'accompagnement en éducation prioritaire. La question de l'éducation prioritaire, donc c'est le deuxième point. Et enfin, le dernier point, et je m'arrête là, c'est la question plus centrée sur l'école proprement dit et sur la reconnaissance des enseignants, qui, ça a été très justement dit par Ghislaine David tout à l'heure, sont en très grande souffrance aujourd'hui, et donc la question évidemment de la reconnaissance par le biais des salaires, qui est une forme de reconnaissance de la société, mais pas seulement, sur la question de la formation initiale, sur la question de la formation continue, et enfin également sur la question de la pédagogie, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans nos écoles via le ministre et via le ministère, c'est qu'il y a une mainmise
du ministre sur la liberté pédagogique des enseignants. On l'a vu de multiples manières et ça, c'est aussi un sujet. Donc, la question de la mixité sociale et scolaire, la question de l'éducation prioritaire et la question de la reconnaissance des enseignants, mais pas seulement, de tous les personnels d'éducation et au-delà donc des seuls enseignants pour aller dans le sens d'une école qui finalement ne laisse personne au bord du chemin. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je veux bien accueillir donc Émilie Kschel est donc présidente du réseau français des villes éducatrices. Donc c'est un réseau d'élus et vous avez l'occasion de voir une trentaine de villes, d'élus de villes. Et donc vous venez là, on aimerait bien vous écouter et être de votre côté. Et aussi vous avez les partenaires associatifs et sociaux. Tiens, j'ai un micro là. Guylaine, tiens, regarde. Je sais pas s'il est. C'est bon. Entendez là? Ah, donc je recommence. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Donc aujourd'hui, je fais partie de la manifestation. C'est pas grave. À ma voix sinon. Je suis responsable d'un centre de loisirs à la ville de Blois. Donc aujourd'hui, avec mes collègues des ALSH et des ALP, nous manifestons, comme dans l'ensemble de la France aujourd'hui, par rapport au métier de l'animation. Donc c'est un métier déjà, voilà, pour nous c'est un vrai métier. C'est un métier qui a malheureusement de la précarité. Hein. À la ville, on a quand même de la chance d'avoir une chef de service qui nous a obtenu beaucoup de contrats, mais on a encore des gens qui sont en précarité. C'est un métier qui a des horaires découpés, qui n'est pas reconnu. Hein, souvent, les parents nous disent amusez-vous bien. Ben non, c'est un vrai métier. On ne fait pas de la garderie. En tout cas, à la ville de Blois, on fait des vraies animations. Et puis, c'est aussi un métier, il faut le savoir, qui pendant le Covid a beaucoup souffert. Les animateurs ont quand même été en première ligne pour accueillir les enfants, des médecins, des infirmières, enfin tout le personnel hospitalier, le personnel des magasins, enfin tout le personnel qui travaillait. Donc les animateurs étaient présents sur le terrain. C'est des animateurs aussi qui font quand il y a la grève des enseignants, qui font les services minimums. Enfin voilà, c'est vraiment, on s'aperçoit aujourd'hui où tous les ALP de la ville, c'est vraiment un mouvement qui a été très soutenu sur la ville. Hein. Tous les animateurs sont là, tous les ALP de la ville sont fermés aujourd'hui. Ça représente quand même 150 personnes sur la ville de Blois, le service animation. Et donc tout le monde est présent, ça veut bien dire qu'il y a quand même un malaise. On a aussi un malaise, on s'en aperçoit parce qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver des animateurs. Donc c'est quand même un signe depuis déjà plusieurs années, d'année en année, et cette année encore plus, je pense avec l'effet Covid, ça a encore augmenté le fait qu'on ne trouve pas d'animateurs pour faire les remplacements. Je ne sais pas si mes collègues avaient des choses à rajouter. Donc moi, je suis animatrice vacataire volante. Ce que je trouve inadmissible, c'est au niveau du salaire. Et je ne suis pas la seule. Bon, moi, j'ai la chance de toucher un petit quelque chose derrière. Mais il y en a qui n'ont pas pu faire grève parce qu'ils sont en contrat de précarité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont soit en divorce, soit qui ont perdu leur conjoint ou n'importe, et qui sont obligés de travailler pour un minimum. Alors, je ne sais pas combien vous gagnez tous. Quand on fait le calcul de ce qu'on gagne, nous, que ce soit les vacataires volantes ou les collègues, ça ne fait même pas le SMIC. Je suppose que vous avez des enfants, tous et toutes. Vous avez des factures à payer. Et je ne pense pas que entre le 5 et le 10 du mois, vous soyez à découvert. Je ne pense pas. Par contre, mes collègues, oui. Donc, il va peut-être falloir, à un moment donné,
que vous vous réunissiez tous et toutes et faire ce qu'il faut. Parce que dans le temps, il n'y aura plus d'animateurs, plus d'animatrices. Et puis, vous allez avoir les parents qui vont débarquer devant la mairie ou la préfecture ou autre. C'est ce que vous voulez. Moi, je pose une question qui demande une réponse. Soit un hochement de tête, soit un oui, soit un non. Je vais peut-être répondre en tant que président. Alors là, vous êtes entouré d'élus qui sont très fortement engagés dans l'éducation. Effectivement, on est les villes, on appelle ça les villes éducatrices, où on a porté les 4 jours et demi. On a porté, vous avez ici des représentants nationaux des fédérations d'éducation populaire, des syndicats d'enseignants. Enfin voilà, on est à l'écoute. On a été justement hier en travail sur le périscolaire, où on était en train d'essayer de travailler pour la demande présidentielle du programme, voir comment revaloriser les métiers d'ADSEM, les métiers d'animateurs, les métiers de personnel de service dans les écoles, les métiers d'enseignants, puisqu'effectivement aussi, même si on parle de salaire différent, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais n'empêche que le métier d'enseignant n'est pas non plus beaucoup rémunéré aujourd'hui en France. Vous n'êtes pas face à des élus, on va dire nationaux, on est des élus de collectivités locales où on fait ce qu'on peut pour compléter les contrats, pour compléter les conditions de travail, on fait aussi ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc effectivement, la problématique que vous portez, on était justement en train de la porter et on essaie de se réunir aujourd'hui là. Vous êtes justement en train de voir des gens qui se réunissent pour porter l'éducation dans la globalité et pas juste l'école, mais dans une globalité pour justement changer les choses. Dans les conditions de travail forcément, mais surtout pour les enfants et encore plus pour les enfants en difficulté. Et j'ai aussi un autre petit point de vue. Vous trouvez normal qu'un animateur ou une animatrice ait 14 enfants sous sa responsabilité? Le jour où il y a un pépin, qui c'est qui prend? Il y a un animateur pour entre 14. Oui, mais ça fait beaucoup. Surtout quand c'est des petits. Les de 3 ans jusqu'à 6 ans, ça demande une attention très particulière. Et mes collègues et moi, on n'en peut plus parce que faut être à droite, faut être à gauche. Il y en a un qui est tombé, faut aller le soigner. Sauf que les 13 autres enfants, on les laisse tout seuls. Donc, si je peux me permettre, Patricia, je compléterai. On parle là des taux d'encadrement définis par la DDCSPP. On ne parle pas des taux d'encadrement définis par la ville. Je me permets de compléter du coup les propos de ma collègue Patricia. On parle là des taux d'encadrement DDCSPP, c'est-à-dire sur le temps du matin et les temps du soir, ainsi que sur les ALSH. Faut savoir que sur le temps du midi, c'est pas 1 pour 14 qu'on est quand on est en primaire, c'est-à-dire qu'on a des enfants à partir de 6 ans, on est 1 pour 25. Voilà, alors c'est déjà énorme en temps normal. Je vous laisse imaginer quand on a des protocoles à mettre en place. L'animation, elle a connu sa gloire. Hein. C'était un métier vraiment magnifique. Peu avant le Covid, on a commencé à connaître, donc ce que disait Chantal tout à l'heure, des problèmes pour recruter. Le Covid a juste mis en exergue ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recrute, mais on recrute ce qu'on peut. Et du coup, c'est pas forcément des personnes qui ont les compétences, qui arrivent dans une équipe et qui au final parfois mettent l'équipe en fait en difficulté et les enfants du coup en danger. Donc nous on parle du salaire, mais on parle aussi des conditions de travail et on parle surtout des conditions des enfants, parce qu'il faut quand même se rappeler que quand on est animateur, on a la responsabilité d'enfants qui ne sont pas les nôtres. On a une responsabilité encore plus grande que si c'est les nôtres. Et du coup aujourd'hui on a du mal à assurer leur bien-être, parce que quand on les accueille dans nos structures, c'est ça qu'on doit assurer, c'est leur bien-être, leur sécurité morale, leur sécurité affective, leur sécurité physique. Et tout ça, aujourd'hui, c'est difficile de le faire. Alors, moi, je voudrais juste rajouter aussi, moi, je suis un peu déçue de cette journée, alors pas par rapport à la mobilisation des animateurs, mais on n'en a entendu parler nulle part, ni dans les journaux, ni à la radio, ni à la télé. Quand c'est une grève concernant les enseignants, la SNCF, enfin n'importe quel corps de métier, on est représenté, et là absolument, jusqu'à la ville de Blois, où aucun syndicat aujourd'hui nous représente. On n'a pas le droit de manifester dans la rue parce que on n'est pas suivi par un syndicat.
Donc, je suis un peu déçue, moi, à ce niveau-là. C'est juste parce que j'avais envie de le dire, hein, c'est pas de votre faute. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'à la ville, comme on disait, on a quand même, c'est pas parce qu'ils sont là, hein, mais on est quand même soutenu. Voilà, on a eu des contrats durant le Covid. Non, mais c'est vrai. Durant le Covid, nos vacataires ont été payés. Je pense pas que ça a été le cas partout. Ils essayent de nous soutenir dès qu'ils le peuvent. Effectivement, là, le mouvement, c'est quelque chose de national. Voilà. Alors, pour vous dire, on a un WhatsApp avec plusieurs villes. On n'a jamais eu autant d'ALP et de centres de loisirs fermés aujourd'hui, dans toutes nos villes en tout cas. Je ne parle pas nationalement, mais tout a été fermé. Et il y a une belle mobilisation. Après, il faudra voir ce soir aux infos aussi, si ça a été reporté. Mais en tout cas, dans nos villes, il y a eu pas mal, bien que ce soit des villes qui essaient de soutenir. Mais effectivement, il est important ce mouvement-là pour faire entendre la voix des animateurs. Et c'est une animatrice qui vous parle à la base. Moi, j'en profite du coup pour dire un truc que je peux pas trop dire habituellement, mais là, vous êtes là, donc je le dis dans ce cadre-là. Communiquez sur vos actions, sur pourquoi vous êtes en grève. Faites passer des mots auprès des familles, parce que vos mots d'ordre, ils sont justes, ils sont légitimes, et je suis sûr qu'il peut y avoir aussi une adhésion importante des parents si vous communiquez. Et trop souvent dans les écoles, on a juste un préavis qui est déposé. Les parents, ils savent juste que la cantine est fermée et que l'ALP est fermée, et ils savent pas forcément pourquoi. Alors, non mais ça arrive trop souvent. On dit, on connaît pas le motif des revendications. Et dans les luttes, ce qui est important, c'est aussi la pédagogie de la lutte. Et cette pédagogie-là, c'est aussi la communication qu'on peut faire auprès des usagers. Nous, on peut pas toujours le relayer en tant que, enfin, c'est pas forcément à nous de le faire en tant que municipalité, même si on peut l'expliquer quand on est interpellé. Mais voilà, c'est juste, je me permettais. Non, il n'y a pas de souci. Et moi, bonjour, je voudrais rajouter. Alors, moi, j'ai été très longtemps responsable ALP et j'ai voulu, par choix, redevenir animatrice parce que c'est ma passion première. Donc, ça fait 25 ans que je fais ça et avec passion. Et si aujourd'hui je suis là, c'est aussi pour où on est en souffrance, c'est que sur les centres de loisirs et sur les ALP, on se retrouve aussi avec des enfants à handicap et qu'on n'a pas envie de pas accueillir en fait, parce qu'ils sont comme les autres, ils ont le droit de faire des activités comme les autres, mais la difficulté, c'est qu'on a l'encadrement qui est un pour 14, ou un pour 18, ou un pour 25 sur le temps du midi, plus nos chers loulous, et des fois c'est vraiment très compliqué. Et ce qui est dur, c'est quand on veut aller dans la singularité de chaque enfant, et ben intérieurement c'est difficile. On n'est pas bien parce qu'en fait on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait. Et c'est là où je dis qu'on est en souffrance parce que on n'a pas les moyens humains pour le faire et ça c'est vraiment dommage. Et là aussi où ça met aussi les enfants en danger et nos collègues en difficulté, et je rejoins aussi ma collègue, quand on a aussi du personnel, on nous met, parce qu'on est tellement désespérés, on nous met ce qu'ils trouvent en étant crus. Et ben, sauf que des personnes devant des enfants en handicap, déjà nous, on n'a pas obligatoire toujours, on est polyvalent, je dirais. On est un peu tout à la fois, animateur. On est là aussi pour relayer les parents, hein, pour voilà, moi un câlin, je dis pas non, même si on entend Covid, je sais que j'ai pas le droit de le dire, mais moi je peux pas rejeter un enfant. Et se retrouver dans des situations comme ça, c'est compliqué. Et si vous pouvez nous aider ou nous donner des billes, ben, je suis la bienvenue, parce que mon métier, j'y tiens, et j'ai pas envie que ça s'efface. Voilà. Et merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Bonne journée, bonne réunion. Et puis ce qui est nouveau, c'est que nous, on prend peut-être un rendez-vous, enfin, on se prend une date pour se parler de nos sujets blésois. Voilà. Ça marche. Ok. Pas de souci. Au Merci. revoir. Au revoir. C'était pas préparé. C'est bien. Au contraire, c'était très bien. On va juste finir donc sur les 2 dernières demandes de parole et puis on va se retrouver, on est invité par la suite. Donc il y avait Béatrice et ton prénom Christian. Merci, excusez-moi encore. Ah bah c'est difficile de passer après, hein. Mais quand même, nous on a trouvé un slogan il y a 3 ans et je crois qu'on n'est pas près de le perdre, qui est reconnu et respecté. Et c'est quelque chose qu'on essaye de porter pour l'ensemble des métiers qu'on représente et on entend bien, enfin on l'a entendu là aussi, que c'est bien ce qui pêche en fait, hein, c'est des métiers qui soient reconnus, des métiers qui soient respectés et je pensais à ça tout à l'heure dans l'intervention sur les freins et les résistances.
on sort quand même, là, on est quand même au bout d'un quinquennat qui nous a quand même collectivement essorés dans ce domaine de l'éducation, parce que tout a été empilé, tout a été ajouté, rien ne s'est substitué à autre chose. Enfin, une politique toutes les politiques se sont ajoutées les unes aux autres. Et finalement, les différents professionnels de l'éducation peuvent se demander où s'arrête leur mission et où s'arrête. Et c'est peut-être aussi pour ça que parfois il y a des résistances. Et il me semble aussi qu'en France, on a quand même beaucoup de mal avec l'éducation nationale et on a l'impression qu'on est toujours dans l'instruction publique. On a du mal à ce que tous les métiers empoignent bien une vision globale de l'éducation et à définir quelles sont les missions de chacun et de chacune. Et quand je disais qu'on en sort essoré, c'est pas seulement valable pour les politiques éducatives qui ont concerné l'école, hein, mais aussi les politiques de jeunesse. On peut dire 2 mots du SNU, par exemple, qui est venu là se mettre au milieu des politiques jeunesse, mais à moyens constants pour les personnes qui doivent l'organiser. Donc voilà, on a aussi là des métiers qui sont complètement pressés d'organiser des trucs vite avec des injonctions. Enfin, on peut faire beaucoup de parallèles avec ce qu'on a vécu dans l'école primaire ou dans l'école du second degré. Et voilà, et ça touche vraiment tous les domaines éducatifs. Et quand on a ajouté 2 secrétariats d'État au ministère, c'est allé encore plus vite avec le même nombre de personnel pour faire encore plus. Oui, je représente la Confédération de la jeunesse au plein air. Merci pour ces débats très très riches. Je pense que tellement de choses ont été dites, je reviens pas dessus. Je voulais simplement dire qu'il y a une source d'inspiration qui pourrait exister, qui est une expérimentation que vous connaissez tous et même à laquelle probablement vous participez pour beaucoup, qui est territoire zéro chômeur de longue durée. Et je pense que l'idée sur un territoire donné d'agir pour le plaidoyer d'une loi avec localement sur un territoire pertinent, et je reviens pas sur les cités éducatives, mais je pense bien sûr aux cités éducatives, sur un territoire pertinent, 2 idées de base. La première, c'est le consensus de tous les acteurs, c'est-à-dire le service public, les élus, les associations, les entreprises que citait Marie-Christine de l'Andev, qui sont très importantes et qui ne sont pas toutes hostiles au développement de leur territoire. Et donc ce consensus d'une part, et d'autre part l'idée d'exhaustivité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que tous les demandeurs d'emploi de longue durée soient pris en charge dans le dispositif s'ils sont volontaires. Donc, je me demande s'il n'y a pas dans cette idée d'exhaustivité, de consensus et d'obtention d'une loi d'ailleurs qui ont été votées à l'unanimité, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait servir de source d'inspiration, parce que l'ensemble de nos organisations ici présentes, territoires, associations, présentes ou représentées, a peut-être une légère propension à sous-estimer sa force dans le pays. Beau mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent réagir. On va clore. Donc, merci pour tout. Merci tout le monde. J'aimerais faire un gros merci à Charlotte et Laurine, vraiment pour ces journées. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Et ça a été vraiment...
pour ma part, une belle réussite et bien organisée, pas de couac. Enfin, en tout cas, on les a pas vus, donc en tout cas, on les a pas ressentis. Et félicitations. Et je pense qu'aussi, vous avez vu les nouveaux qui viennent d'arriver. L'idée de ces journées, c'est vraiment de s'appuyer sur du local, de ne pas être toujours de percher un peu là-haut des fois dans nos débats, notamment dans les ateliers où on a des parents qui sont là, du personnel associatif avec nous pour débattre, et ça nous fait du bien. Et en plus, ça peut nous libérer la parole parce qu'on n'est pas face à nos propres partenaires des fois. Mais du coup, c'est ça ce qu'on garde comme échange. Et je voulais le redire, hein, c'est une association, le réseau, et c'est une association d'élus. Je pense qu'il faut aussi qu'on garde cette notion d'association, c'est-à-dire se connaître les uns les autres, de réseau, et pas de gros réseaux qui se construisent et qui soient vraiment national, et enfin comment dire, mais un peu les grosses entreprises, c'est pas ça l'idée du réseau, c'est vraiment d'avoir des échanges au quotidien sur nos problématiques d'élus locaux, et même si on invite les techniciens, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Nous, on doit rester sur notre rôle, la politique, l'organisation effectivement de nos collectivités, l'écoute de nos concitoyens. C'est un peu pour moi le rôle d'un élu local, et ça, il faut qu'on le garde fortement. Donc je voulais remercier tout le monde, remercier aussi Benjamin de cette belle organisation et de ce bel accueil, ce qui met la barre bien haute pour les autres, les prochains, mais j'ai toute confiance. Pas de souci. Merci.